Alors après avoir vu les méthodes de datation, nous allons maintenant nous intéresser aux traces du passé mouvementé de la Terre, donc passé que vous avez étudié l'an passé, avec la divergence qui se caractérise par des failles normales, la convergence qui se caractérise par des failles inverses, notamment lors de la collision, et enfin, pour que le modèle soit complet, la Terre n'est pas plate, donc il faut qu'il y ait des mouvements de coulissage, donc avec des failles coulissantes. Je vous invite donc à reproduire ces trois schémas, peut-être pas en relief, mais simplement la face qui est devant, pour vous souvenir de ces trois mouvements importants de la tectonique des plaques. Ce qui va nous amener à formuler la problématique. Comment les géologues ont reconstitué l'histoire de la Terre au cours des temps géologiques. Donc on va commencer par répondre à cette question en nous intéressant à l'apport des cartes géologiques. Et là, je vais vous demander un travail personnel, à savoir d'aller voir soit ce portail en anglais, mais aussi le portail de Planète Terre, parce que vous allez trouver sur ce portail de l'ENS de Lyon tout un tas d'informations concernant cette carte géologique dont vous avez ici le sommaire, enfin la table des matières. Et ce que je vais vous demander, c'est de lister, de repérer les grandes régions géologiques mondiales, par exemple les grandes plaines sédimentaires, les grandes régions de divergence avec les dorsales, les marches passives, etc. Et de prendre un exemple mondial que vous seriez capable de citer dans votre copie. La carte de France est elle aussi riche d'enseignements. On a déjà parlé des granites du Massif central, du Massif armoricain ou des Vosges, donc les chaînes de montagnes anciennes, mais que l'on retrouve aussi un peu de manière moins importante dans les chaînes de montagnes récentes. Et ça, on les trouve pas seulement en France, on les trouve ici en Angleterre, en Allemagne, et on va en trouver également aux États-Unis, parce qu'il y a une histoire mondiale de la géologie et de la tectonique des plaques en particulier, ce qui nous amène à la notion 69, les continents associent des domaines d'âge différents. Vous verrez des parties du globe qui ont plus d'1 milliard d'années. Ils portent des reliquats d'anciennes chaînes de montagnes, qu'on appelle aussi des ceintures orogéniques, issues de cycles orogéniques successifs. Par exemple, ici, on a la chaîne hercynienne, qu'on a déjà évoqué dans le TP sur la datation. On va maintenant s'intéresser en TP12 à rechercher un océan disparu. Cet océan, c'est l'océan alpin, et ce sont les ophiolites qui vont nous servir à cela, et notamment ici l'ophiolite du Chenaillé, dont je vais vous demander de faire un schéma de ce panorama, puisqu'il nous montre les trois éléments de l'ophiolite, à savoir à la base la péridotite, donc la roche du manteau, qui est ici serpentinisée, déformée, c'est ce qu'on appelle aussi une serpentinite. Puis ensuite on observe des gabbros. Bien sûr, à cette échelle-là, on ne le voit pas, c'est en allant de plus près qu'on peut le déterminer. Et enfin, ici en haut, on voit un petit peu des boules au niveau de ce sommet. Ce sont des basaltes en coussin, encore appelés pilolava. Alors, ces basaltes en coussin, ils se forment lors d'un refroidissement brutal sous l'eau, que l'on va voir ici en vrai. Alors, vous ne pourrez pas avoir... Je ne pense pas que vous allez voir le son, qui est impressionnant. Donc ces laves se forment en boule, en tube, comme vous le voyez en train de se former, parce que c'est 1200 degrés qui arrivent au contact de l'eau à 0 degré, à cette profondeur-là, à peu près. Et donc c'est extrêmement brutal, un refroidissement qu'on appelle un phénomène de trempe, TREMPE, donc une solidification brutale qui empêche toute cristallisation pour former ces basaltes en coussin.
Alors on les a ici vus se former au fond de l'océan Pacifique, mais on les retrouve à 2500 mètres, les voici, d'altitude. Donc ils se sont formés à 2500 mètres de profondeur sous l'eau, et on les retrouve à 2500 mètres d'altitude, donc ils ont quand même fait une ascension qu'on va essayer d'expliquer de 5000 mètres, ce qui est loin d'être négligeable pour des énormes cailloux comme ceux-ci. Alors vous avez ici donc le basalte, roche magmatique éruptive, et son équivalent plutonique, le gabbro, que l'on trouve dans l'ophiolite juste au-dessus, qui est composé donc de deux minéraux essentiels, le pyroxène qui est noir, un peu brillant, qui quelquefois sera un peu plus marron parce que oxydé, c'est un minéral qui contient du fer, donc son oxydation va le faire rouiller, et le plagioclase qui est très blanc et que l'on reconnaît bien ici à l'œil nu. La pièce nous donne une indication de l'échelle. Vous avez ici les vitesses sismiques qui ont été mesurées lors de la réalisation de profils sismiques sous-marins. Grâce à des sous-marins, on émet des ondes sous l'eau et on voit en fonction de stations qui captent ces ondes quel type de roches ont été traversées. Donc on déduit la composition de la croûte océanique à partir de ces vitesses sismiques. On obtient ceci, alors ça c'est sur le site officiel Planète Terre pour les profs, mais vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Par contre, vous avez besoin de connaître cette représentation simplifiée. Donc je vous invite à représenter ces deux schémas de croûte océanique. Le premier qui est le modèle sismique. On voit qu'il y a trois parties nettement distinctes, et l'interprétation que l'on en fait. Donc les vitesses des ondes sont différentes. L'interprétation que l'on en fait, c'est-à-dire la croûte composée de sédiments, puis en dessous basalte en coussin, puis en dessous des gabbros, et ces gabbros sont en partie traversés par des complexes phyloniens. Ce sont les remontées de magma qui amènent à la formation de basalte, qui sont ici figés au sein des gabbros, et en dessous les péridotites. Je vous invite à mettre les mêmes figurés qui sont conventionnels, les petits V pour les péridotites, les plus pour les gabbros, le complexe phylonien sous forme de traits verticaux parallèles. Et vous avez ici deux exemples d'ophiolites que vous pouvez également représenter à côté. L'ophiolite d'Oman en Afrique, on y reviendra plus tard, qui est très complète. On a toute la croûte océanique qui est représentée, même plus épaisse que ce qu'on a mesuré dans l'océan. Et au Chenaillé, une toute petite croûte très peu épaisse, mais avec tous les constituants malgré tout d'une péridotite. Donc, on peut noter la notion qui nous dit que les ophiolites sont des roches de la lithosphère océanique, on vient de le montrer, et on va voir ce qu'elles nous apportent. Alors, tout d'abord, le premier exemple étudié en TP, c'est le Chenaillé, où on trouve des métagabbros, donc des gabbros métamorphisés, du faciès amphibolite, les gabbros C2 ici, avec des métagabbros du faciès schiste vert ici. Alors ces métagabbros, on trouve la relique de pyroxène qui est ici rouillée, un peu marronasse, couleur rouille. Autour, nous avons le minéral nouvellement formé en auréole, qui est l'hornblende. Et encore plus à l'extérieur, on a ici des plagioclases, d'autres dans le haut, qui montrent les deux minéraux qui ont réagi pour former le minéral métamorphique. Pour le gabbro G3, il n'y a plus de relique de pyroxène. Vous voyez ici un minéral d'hornblende qui ne contient plus du tout en son centre de relique, mais autour de ce minéral, en auréole plus ou moins complète, on la voit très bien de ce côté, un petit peu moins de l'autre, surtout par ici, c'est pas très net, le nouveau minéral qui est la chlorite, qui est un minéral hydraté. Alors on voit l'hydratation, vous ne retenez bien sûr pas ces formules, mais vous pouvez retenir qu'il est hydraté
on a 8 hydroxydes OH. Ici, dans l'hornblende, on en avait 2. Dans le pyroxène, on n'en avait pas du tout. Donc, ça montre bien qu'il y a eu hydratation et donc métamorphisme par hydratation, rétrograde, je vous rappelle, comme dans le film, parce que la température diminue. Donc, ce métamorphisme de Chenaillet nous prouve l'expansion océanique. Pas encore la subduction, attention, les élèves font souvent l'erreur. Ces métagabbros ont été exhumés, c'est-à-dire qu'ils sont retournés vers la surface après avoir été enfouis, mais très peu. Ils ne sont pas entrés en subduction, mais on les retrouve aujourd'hui à l'affleurement, notamment au gré de l'érosion qu'a subi la chaîne des Alpes. Alors vous avez ici un gabbro C1. On n'a pas eu le temps en TP d'observer des lames minces, mais vous pourriez avoir à le faire en ECE. Donc je vous invite à représenter ce schéma représentatif d'une lame mince. Alors ça n'est pas le schéma correspondant à la photographie malheureusement, mais qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien on y voit des plagioclases. Je dis toujours c'est des zèbres, les plagioclases, parce qu'ils ont une alternance de bandes sombres et de bandes claires. On en retrouve un autre ici, un autre là, encore ici, et de pyroxènes que l'on reconnaît à leur clivage, c'est-à-dire ces traits, ces espèces de cassures à l'intérieur du minéral, qui ont deux orientations, et ces deux orientations forment un angle de 90 degrés. C'est ça qui permet de déterminer au microscope un pyroxène. On a ici l'observation microscopique d'un métagabbro C2, donc avec la relique de pyroxène qui est encore très bien conservée, et l'auréole qui est vraiment parfaite tout autour de ce minéral, et le plagioclase qui est à l'extérieur. Toujours observation au microscope. Ici, la lame mince du gabbro G3 n'est pas très belle, elle est difficile à observer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve plagioclase et pyroxène, mais les nouveaux minéraux sont de l'actinote et de la chlorite. Alors pour faire la distinction entre les deux, ça n'est pas du tout du niveau de terminal. Ce qui nous a permis de construire un diagramme pression, température, temps, en plaçant les 4 roches, C1, C2, C3 et C4 à l'affleurement dans le coin, et reconstituer le trajet en partant de C1 jusque C4, que l'on appelle un trajet pression, température, temps, grand P, grand T, petit t. On a la même chose au château Queyras, enfin les mêmes types d'observations, mais qui n'amènent pas aux mêmes informations. Ici, on déduit une subduction. Cette subduction peut s'observer aussi au microscope. Alors là, je vous invite à schématiser ce que l'on n'a pas pu observer en TP. Ces métagabbros ont été exhumés à cause de l'obduction cette fois, puisque eux, ils sont allés en profondeur, ils prouvent la subduction. D'où le trajet PTT que vous avez construit, dont voici le corrigé. Je vais très vite parce que je suis presque à la fin de la vidéo. Au Mont Viso, on a les éclogites, faciès éclogite, avec donc les roches que vous devez avoir positionnées de cette façon et tracer ce chemin PTT. Ce qui amène en conclusion à avoir ce type de graphique. On part d'ici, c'était Chenaillet, ça c'est le Queyras et le Viso qui constitue le retour. Ce qui amène à la notion 71 que je vous laisse noter. Et enfin, le schéma bilan accompagné de la notion 71, mais également de la notion 72, cette émergence des ophiolites résulte de phénomènes d'obduction ou de subduction suivis d'exhumation. Merci beaucoup pour votre attention.